Tu es le patron de Kim Aventure, le fonds d'investissement dans les startups de Xavier Niel. J'en ai chié, mais tu sais que je m'en plains pas. Hein. On a tous nos traumas, nos névroses et nos merdes. L'expérience New Wave, c'est un an gâché, un an de destruction. À la fin, chacun fait ce qu'il veut de son pognon et se fait par qui il veut. Jean, merci d'avoir accepté mon invitation dans Build. Merci à toi de me recevoir. Build, en fait, c'est le podcast de la croissance. Moi, je suis un passionné de croissance, passionné de croissance externe, parce que je fais beaucoup d'opérations de croissance externe. J'ai cru entendre ça, ouais. Ouais, passionné de croissance aussi personnelle. J'aime bien essayer de progresser, puis essayer de faire progresser mes équipes. Et donc, en fait, toi, tu coches un peu toutes ces cases. Donc, je suis très heureux de te rencontrer pour ça. Avant de commencer, je voulais te présenter. En fait, tu es le patron de Kim Aventure, qui est le fonds d'investissement dans les startups de Xavier Niel. Yes. Tu es d'ailleurs la seule personne dans les fonds qui parle de son TRI. Moi, je trouve ça assez incroyable. On peut se le permettre, c'est pour ça que c'est facile. Parce que vous avez des bons résultats. Parce qu'en fait, quand tu fais 100 deals par an, du coup, tu as du mouvement sur ton portefeuille. Quand tu as du mouvement sur ton portefeuille, tu as des résultats à afficher. Quand tu as un fonds un peu plus classique, afficher ses résultats les premières années, c'est quasiment impossible parce que ça ne reflète rien de ce que deviendra le portefeuille plus tard. J'ai vu que tu avais investi dans les super belles entreprises françaises. Pour en citer que quelques-unes, Payfit, Alan, Biril. Mistral, incroyable. Ah. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Il faudra que tu me racontes comment tu arrives à sourcer ces deals-là, comment ils viennent te voir, comment tu fais la différence entre ceux qui valent le coup ou pas, ou est-ce qu'on met chez tout le monde. Tu vas me raconter ça. J'ai vu que tu étais un grand sportif. Depuis récemment, ouais, depuis 1 an et demi. Ça, c'est assez incroyable. Tu t'es qualifié pour le championnat du monde d'Ironman en 2025, c'est ça? Voilà. Donc là, tu dois être dans une phase de préparation intense. Non, en ce moment, c'est un peu calme. La préparation intense va commencer semaine 18, je crois. Enfin, dans une semaine. Parce que j'ai vu que tu avais fait une grosse performance à Barcelone, en plus, là, récemment. C'est ça, il y a 2 mois? Ouais, malgré un été compliqué où j'étais peu entraîné, donc je suis assez content. Ouais, bravo pour ça. Tu produis aussi ton propre contenu. Tu as une newsletter que moi, je lis assidûment, qui a réuni plus de 10 000 abonnés. Ouais. C'est ça. Et côté perso, tu as 3 enfants. Tu vis à Aix-en-Provence. Yes. Et ce que je retiens, c'est que tu as une vie professionnelle qui a l'air d'être comblée, tu es sportif, tu as l'air d'être quelqu'un d'extrêmement organisé. Et pourtant, je t'ai lu quelque part dire que en fait, tu avais besoin de prendre du recul, tu avais besoin de contempler les choses. Est-ce qu'à 40 ans, avec tout ce que tu vis là en ce moment, on a vraiment le temps de prendre du recul? Oh putain, elle est dure ta question, mon vieux. C'est la première que tu poses. Et écoute, je pense que tout le monde a le choix et même l'obligation de prendre du recul. C'est obligatoire parce qu'on est tellement tous les jours happé par le quotidien et même, j'ai envie de te dire, aveuglé par tous les dissonances cognitives de qui on est, de ce qu'on perçoit du monde, de ce qu'il est, etc. Donc, pas prendre du recul, c'est s'enfermer sur soi et c'est devenir, je pense, complètement, désolé pour les anglicismes, mais j'ai pas l'autre mot en tête, delusional par rapport à qui on est et ce qu'on devient. Et comment tu fais techniquement pour arriver à prendre du recul par rapport à cette vie quand même qui est très intense, où tu partages ton temps entre Aix-en-Provence, Paris, New York, sur lequel tu as beaucoup de rendez-vous, tu cours. Comment on fait pour prendre du recul Écoute, tu prends du recul beaucoup quand tu cours. Okay. Faut le savoir, parce que c'est des moments où en fait, tu es avec toi-même. Moi, j'aime pas trop écouter de la musique quand je cours. Du coup, je réfléchis. Okay. Et ça, c'est top. Ensuite, il y a des moments de flottement. Et en fait, moi, comme je déteste rester inactif, en fait, quand je reste inactif, du coup, je contemple. Et contempler, c'est une manière pour moi d'être actif, tu vois. Et de réfléchir et de prendre du recul. Et voilà, et après, chacun ses routines. Il y a des gens qui méditent, il y a des gens qui ont besoin de périodes particulières pour se retrouver. Moi, c'est un peu tout le temps. Il n'y a pas de moment. Juste avant de venir là, j'avais 10 minutes d'avance. En fait, j'avais une longue note vocale à faire à quelqu'un. Ça faisait 3 fois que je l'ai recommencé. J'avais du mal à trouver les mots. En plus, c'était un sujet sur lequel qui m'est proche et donc sur lequel j'avais besoin aussi de prendre du recul moi-même. Bon, voilà, en fait, entre le métro et le moment où je suis arrivé te voir, il est passé une demi-heure, c'est une demi-heure de remise en question. Hein. Comment on devient le patron des investissements des startups de Xavier Niel? Par un coup de chance. Ok. Le coup de chance, c'est que j'ai envoyé un deal à Xavier Niel en 2014, qu'au même moment, la personne qui était en charge de ces investissements était en train de partir, qu'on s'est bien entendu et qui m'a gentiment proposé le job, alors que je pensais jamais un jour avoir un job comme ça, et que maintenant ça fait 10 ans. Il fallait qu'il y ait un parcours avant ça, pour arriver à cet endroit-là et lui proposer ce deal-là. Comment on construit ce parcours? D'où tu viens? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, même si on t'a déjà beaucoup entendu en parler, mais est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton historique? Le parcours, il revient un peu à ce qu'on disait juste avant, c'est ta capacité à y voir clair dans le présent. Et donc moi, en fait, j'étais malheureux à l'école. À la fin de l'école, j'ai pris le premier job qui me tombait dessus. Et après,
j'ai appris dans ce job à savoir qui j'étais, ce que je voulais, là où j'étais bon, etc. Et je me suis pas laissé, entre guillemets, endormir ou prendre dans le flow de j'ai un job, du coup, j'y reste, je vais peut-être pas partir, peut-être qu'il faut peut-être pas que je prenne un risque et tout. Bon, en fait, j'ai changé de job beaucoup, j'ai pris des risques jusqu'à arriver à mon Ikigai qui aujourd'hui qui m'aventure et le fait de rencontrer des dizaines d'entrepreneurs chaque semaine et d'adorer ça, quoi. On a vu récemment Xavier Niel de partout, d'ailleurs, dans les librairies, à l'Olympia, etc. De plus en plus. Moi, je l'ai croisé en plus à Notre-Dame de Paris pour les 2 cérémonies. Il était là aussi. Et je t'ai entendu dire que t'étais son proxy sur les sujets d'investissement. C'est confortable, ça, comme place, d'être le proxy de Xavier Niel ? Bon, c'est confortable d'être le proxy d'un mec qui est sympa, qui est réactif, qui est à la fois exigeant autant qu'il est tolérant. Xavier, c'est à la fois une personnalité complexe et c'est aussi quelqu'un d'extrêmement approchable et de normal, tu vois, dans le quotidien. Donc, être le proxy de quelqu'un comme ça, c'est beaucoup plus simple qu'être le proxy, à mon avis, de 99,9% des autres grands patrons. Tu vois, Xavier, il a... après, je sais pas ce que ça vaut dans les autres business, mais moi, je trouve qu'il n'a pas de saute d'humeur particulière. En tout cas pas dans notre métier, qu'il n'y a pas de bizarrerie dans la manière dont il voit les startups, les entrepreneurs, on s'entend hyper bien. Et donc, en fait, il n'y a rien chez lui qui me pose problème dans la manière dont on travaille, quoi. Donc, c'est hyper facile. Et du coup, est-ce qu'on a un super pouvoir quand on est le patron des investissements en startup de Xavier Niel ? On a l'attention des gens. Et l'attention des gens, ça compte énormément, surtout pour quelqu'un comme moi, d'introverti, qui aime pas déranger les gens. Donc, tu vois, donc, comme tu n'aimes pas les déranger, tu veux pas être trop insistant. Et bon, quand tu fais de l'investissement, il faut quand même que tu ailles chercher des deals. Et donc, quand tu bosses pour Xavier, c'est plus simple, les gens te répondent. Ouais, je comprends complètement. Mais du coup, en fait, tu es quelque part et dans la lumière et un peu dans son ombre. Parce qu'il tient forcément beaucoup de place. Et d'ailleurs, dès qu'on parle de toi, on parle de Xavier Niel. En fait, il y a une espèce de forme de duo, d'ailleurs. Ouais, complètement. Après, il a quand même... moi, j'ai de la chance parce que je fais que de l'investissement et je rencontre des entrepreneurs. Je caricature un peu en disant ça, mais lui, il faut qu'il se fasse la cérémonie des JO, la cérémonie de Notre-Dame, la cérémonie de machin. Je sais pas si c'est un garçon qui s'éclate dans tous les dîners mondains et les choses qu'il a à faire. Mais bon, quand on est à ce niveau-là, malheureusement, lui, maintenant, il a des obligations que moi, j'ai pas, tu vois. Et je pense que à choisir, de temps en temps, il aimerait bien être à la place de chacun d'entre nous, que ce soit Roxane, moi ou Aude ou je ne sais qui d'autre, tu vois, dans des trucs un tout petit peu plus restreints pour qu'on lui foute la paix, quoi. Ouais, je comprends. Sur la partie business, c'est quoi le truc que tu as appris de lui ? Qu'on a toujours le temps. Okay. Xavier, il a toujours le temps. Il répond à tous les emails, il a toujours le temps. Et d'ailleurs, je me demande, c'est pas Warren Buffett qui disait si je peux pas vous voir demain, c'est que je peux pas vous voir tout court. Et moi, je trouve ça extra. Et d'ailleurs, du coup, je me suis organisé en me disant que j'avais toujours le temps. Et j'ai toujours le temps. Ça, c'est incroyable. Moi, j'ai une question à te poser par rapport à ça. Donc, tu fais beaucoup d'investissements, 100 par an. Mm-hmm. Moi, de mon côté, en fait, je fais beaucoup d'acquisitions. Et en fait, j'ai un problème avec ma bande passante. À chaque fois que je fais une acquisition, en fait, je rajoute un nombre important de personnes qui viennent me parler. Et je réduis pas le nombre de personnes qui viennent me parler. Donc, en fait, systématiquement, je fais de plus en plus de choses. Et j'ai l'impression que ma bande passante, en fait, elle devient très encombrée. Et j'ai beaucoup de mal, en tout cas, à organiser ce truc-là. Comment tu fais, toi, quand on rajoute 100 entreprises dans son portefeuille, en fait, pour faire en sorte d'être toujours disponible? Regarde, toi, la difficulté, c'est qu'avec les build-up, en fait, tu rajoutes du monde. Et quand tu rajoutes du monde, quoi qu'il arrive, ça a un impact sur toi. Il n'y a rien que tu puisses faire contre ça parce que tu es en haut de la pyramide. Moi, je ne suis pas en haut de la pyramide. Moi, je suis quelqu'un à côté de la pyramide. C'est les entrepreneurs qui gèrent leur boîte. Et quand on fait 100 deals par an, on leur dit qu'on n'est pas proactif. Moi, mon job, c'est pas de les appeler pour savoir comment ça va. C'est d'être réactif quand ils ont besoin de quelque chose de concret que je peux leur apporter. Et en fait, ces besoins-là, ils sont assez constants, assez réguliers, et ils montent pas crescendo avec le nombre de boîtes qui augmentent, parce que les boîtes, on investit dedans, elles passent des paliers. Quand elles passent des paliers, je dis pas qu'elles ont plus besoin de toi, mais elles ont très peu besoin de toi. Et puis on dit souvent, les bons entrepreneurs n'ont pas besoin de toi, et les mauvais ne t'écoutent pas. Donc, tu vois, mon job, c'est ouvrir mon réseau. Je dis ça un peu en rigolant, dire des banalités. Et les aider à y voir clair sur des sujets stratégiques, de levée de fonds, de people, ou des états d'âme psychologiques qui les empêchent de dormir la nuit. Mais comme toi, moi, je me paluche pas des calls à 8h15 sur des due deals foireuses qui me font péter un câble, tu vois. Donc, j'ai pas ce sujet-là. Ok. Quand les gens me font péter un câble, je leur dis juste, c'est pas pour moi.
Ouais, ok, je C'est comprends. beaucoup plus simple. Ouais, je comprends. Et après, l'autre truc, c'est que on a chacun une certaine capacité. Et le seul moyen de dépasser cette capacité, c'est de très bien s'entourer. Et donc, une fois que tu as passé, toi, tes propres limites, qui sont ton rythme, ton organisation, ton adaptabilité, je veux dire, les seules personnes qui peuvent te sauver, c'est les gens dont tu t'entoures. Et donc, parfois, il faut arriver à ne rien faire d'autre que t'entourer. Ouais, je comprends. Ouais. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, le temps que tu consacres aux investissements, toujours le même, puisqu'il y en a une centaine par an et en fait, ça revient. Ouais. Même si tu t'es très bien organisé aujourd'hui, c'est toujours à peu près toujours ce même temps qu'il faut consacrer, parce que c'est toujours le même volume Bien sûr. d'investissement à faire. Mais par contre, sur la partie conseil, c'était ça ma question. C'est quoi la répartition entre ton temps sur l'investissement et ton temps sur le conseil? Je peux pas te dire parce que le conseil, il y a beaucoup de last minute. Tu vois, j'ai Ok. beaucoup de gens qui m'envoient des WhatsApp, qui vont m'appeler, que je vais prendre un peu à l'arrache, à droite, à gauche et tout. Mais je dis souvent, mon job, c'est de maximiser mon impact à la minute. Ok. Donc, si on s'appelle, que ça dure une demi-heure et que j'ai pas eu l'impression d'avoir été utile, ça me dérange. J'ai perdu du temps et j'ai fait perdre du temps à l'entrepreneur. Et il y a énormément de calls que je vais faire avec des entrepreneurs où je vais leur balancer des vérités en 15 minutes qu'un autre investisseur aurait mis 1 heure à leur délivrer. Mais moi, j'ai pas le temps et puis j'ai pas la patience non plus. Et donc, les entrepreneurs, tu peux leur dire des choses très directes, très honnêtes, très dures parfois, si tu mets le bon niveau de bienveillance. Et donc, j'essaie de faire ça. Et j'ai plein de gens, du coup, plein d'entrepreneurs qui, du coup, se sont pris une claque. Et je pense que c'est important parce que tu ne réalises des choses que dans la difficulté ou lorsque tu touches le fond. Et donc, ces entrepreneurs, ils sont là, ils te parlent, ils sont dans leur quotidien. Ils ont besoin de se prendre une claque. Et quand tu leur mets une claque un peu plus forte que leur dire, écoute, j'ai le temps, prenons le temps, mais que tu leur mets une bonne claque, ça dure 10-15 minutes, tu vois, ça les réveille. Et 90% du temps, je reçois un message derrière en me disant merci, ça m'a fait du bien, c'était génial. Et c'est fou ce qu'on peut faire en 10 ou 15 minutes de call, quoi. Ouais, je comprends parfaitement. Le rythme de sortie des entreprises, parce qu'on parlait tout à l'heure justement de cette bande passante. Là, ça fait 10 ans que tu fais ça maintenant. Ouais. Il y en a déjà beaucoup qui sont sortis. Est-ce que maintenant, tu en as 100 qui rentrent chaque année et 100 qui sortent chaque année? C'est quoi la durée de ton fonds? Parce qu'on parlait tout à l'heure, effectivement, de ces moyens, je ne vais pas dire illimités, d'ailleurs, tu vas m'en parler, mais en tout cas, c'est quoi le délai de sortie? C'est 5 ans, 7 ans? C'est signé? Vous avez une clause de sortie systématique? On n'a pas de clause de sortie et tu veux garder tes bonnes positions le plus longtemps possible. Parce qu'une boîte, tu vas faire 100 deals. Sur les 100 deals, il y en a 2 qui vont exploser. Je caricature un peu, mais ça donne ça. Sur ces 2% qui vont exploser, chacune de ces boîtes va mettre 5 à 7 ans à atteindre une certaine taille critique. Mettons 1 milliard de valorisation. Mais après, elle va remettre que 2 à 3 ans pour atteindre 2 milliards et encore 2 à 3 ans pour redoubler de taille encore. Donc tu vas passer, si tu as fait 50x sur la première période, bah, si tu doubles cette période, tu vas faire 200x. Donc c'est un rapport de 1 à 4 entre le moment où la boîte est arrivée un peu à maturité et le moment où elle va exploser. Alors les gens vont dire, ouais, mais si tu vends pas maintenant et que la boîte se plante, tu as perdu tes 50x. J'en ai pas qu'une déjà, j'en ai plusieurs. Si je perds une boîte de 50x sur 2, mais que l'autre elle fait 200, j'ai quand même gagné 100x de plus. Donc en fait, je suis bien. Il faut être patient. Donc nous, on est vraiment dans un jeu de patience et on ne vend que quand c'est demandé par les entrepreneurs parce qu'à un moment donné, ils ont un acquéreur qui débarque. Et donc tu vois, sur les 200 millions d'euros qu'on a investis les 10 dernières années, on a récupéré pas loin de 100 millions. Bon, bah, c'est que 100 millions de cash sur les 200 investis. Mais en même temps, si je vends tout, ma perf, au final, elle va descendre. Hein. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais ça veut dire qu'en fait, au quotidien, tu discutes plus avec des gens qui ratent qu'avec des gens qui réussissent. Ah, moi, mon job, c'est de pas financer des gens qui réussissent, c'est de financer des gens qui progressent. Parce que si ma milestone, c'est le taux de succès, je suis en échec. Hein, c'est pas bon. Et donc, on a plein de boîtes qui se plantent et c'est pas grave si les entrepreneurs ont progressé. C'est à ça qu'on sert. Nous, chez Kimar, on a une double mission. En fait, on n'a qu'une seule mission. On a la mission d'inspirer, supporter et donner la flamme aux entrepreneurs francophones de la tech qui veulent bouffer le monde, quoi. Et pour que ça marche, il faut évidemment qu'on gagne de l'argent. Et si on ne gagne pas d'argent, ça veut dire que l'écosystème en tant que tel ne marche pas du tout, tu vois. Donc, ça ne fonctionnerait pas. Donc, cette équation, tout ça s'équilibre. Mais notre mission première, bah, le succès, en fait, n'est qu'une conséquence de notre mission, qui est une mission de propulsion des entrepreneurs francophones. J'ai reçu ici Thierry Vignal de Mastéos, Ouais. qui s'est pris un mur, en fait, en pleine face. Mais vraiment, hein. Il me racontait, en fait, les difficultés qu'il avait rencontrées de son marché qui s'est complètement retourné. Alors, les comment, les pourquoi, lui me les a expliqués. Après, chacun en tire les conséquences de ça et comprend ce qu'il veut par rapport à ça. J'ai trouvé que c'était hyper dur. Il s'est retrouvé dans une situation qui était tout seul, quelles que soient les causes, hein, d'ailleurs. Hein.
Mais je me suis dit quand même que c'était quand même malgré tout un monde qui est beaucoup plus dur que celui qu'on voit en fait sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Le fait d'entreprendre dans la tech, moi j'ai trouvé, en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus dur que ce qu'on raconte. Tu sais, il y a une phrase où on dit toute personne que tu croises bataille contre quelque chose que tu ne sais pas. Et c'est vrai pour Thierry, mais c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour ton caméraman. Enfin, tu vois, et en fait, on est tous amenés à un moment donné à toucher le fond, quoi. Peu importe ce qu'on fait. Et c'est vrai quand tu es entrepreneur, c'est vrai quand tu es employé pour des raisons bien différentes. Mais à la fin, bah, tu es seul responsable en fait du destin que tu mènes, quoi, de la vie que tu mènes. Et donc, là, tu vois, je discutais avec quelqu'un hier, ça me faisait marrer. Enfin, ça me faisait pas marrer d'ailleurs, ça me faisait chier. Il a une tendance à trop vouloir gérer la susceptibilité des autres, à faire preuve de tellement de compassion qu'il annihile son propre bien-être pour les autres. En faisant ça, il ne se rend pas compte que d'abord, il ne rend pas service aux autres parce que tu ne les aides pas à progresser en ne leur disant pas franchement ce que tu penses. Et d'autre part, toi, en ayant le poids de toutes ces choses sur tes épaules, en fait, tu n'es pas en pleine capacité. Et en fait, je pense que c'est lié à son passé et probablement à son enfance, avec des parents, tu vois, peut-être dans un dogme religieux un petit peu trop culpabilisateur, avec tout ce qui va avec. Et en fait, c'est terrible parce que s'extirper de quelque chose qui date de ton enfance quand tu as 40 ans, c'est quasi mission impossible. C'est un travail du quotidien très compliqué. Et donc, ces gens-là, et tu vois, et lui, tu vois, je lui ai pas dit t'es con, tu devrais faire ça, il faut que... Enfin, arrête, tu vois, de te flageller pour les autres. Et en plus, tu seras en pleine capacité. Si tu es en pleine capacité, tu es aussi en capacité de mieux t'aimer et donc de mieux délivrer aux autres. Et en fait, je ne peux pas lui dire ça parce que ça ne va pas le changer. En revanche, je peux l'y aider. Je peux lui dire, tiens, et si on prenait cette décision cette semaine, et la décision de couper une branche qui est là, un de ses employés qui lui mine le cerveau. Je vais lui pousser un petit peu. Il va prendre la décision, il va se sentir libéré, et puis ça va l'aider à prendre la prochaine. Il faut être hyper patient avec les gens. Mais on est quand même tous responsables de sa vie, et Thierry, il est seul responsable de son échec. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Tu parlais beaucoup de progression. Après 10 ans chez Kima, toi, c'est quoi tes KPI de progrès? Je crois que je suis un peu une calamité là-dessus, je pense. Je ne crois pas en avoir, parce que moi, j'optimise pour un bien-être global, j'optimise pas pour des KPIs. On n'est pas des experts, on est dans l'expérience. Plus on rencontre d'entrepreneurs, plus on en finance, meilleur on devient, si on est en capacité de voir les choses clairement et de se remettre en question. Et donc, je regarde les investissements qu'on fait avec l'équipe. On est quand même 3 chez Kima. Et sur une année sur l'autre, je peux te dire si c'est une bonne ou une mauvaise année. Je peux dire que 2024, par exemple, est une super année. Mais tu n'as pas des indicateurs de performance qui te disent, en fait, cette année... je vois les perfs d'année en année qui avancent. Mais le problème, c'est que le venture, c'est 10 ans. Ouais. Que la feedback loop est longue. Que les boîtes qui tu penses aller cartonner ne sont pas celles qui cartonnent. Et il y en a beaucoup à qui tu n'aurais pas donné 10 balles 3 ans après les avoir financés. Et qui, en fait, s'avèrent valoir 1 milliard les 3 années d'après. Donc, non, c'est un jeu de patience. Hein. Et est-ce que quand tu dis ça, c'est parce que tu veux pas révéler ta recette secrète? Ou est-ce que pour de vrai, en fait, il n'y a pas de règle? Non, c'est pas parce que je veux pas révéler ma recette secrète, c'est parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas la règle. Ok. Je déteste ça. La règle me met mal à l'aise, me met en mode défiant. Moi, j'aime l'organique, j'aime les choses contre-intuitives, j'aime ce que les autres n'auraient pas voulu faire, que je fais, qui s'avère payant. En fait, j'aime le panache, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. J'ai regardé ce qui s'était passé avec New Wave. Ouais. J'ai eu l'impression, moi, que c'était une sortie avec un peu avec fracas. Tu me racontes cette histoire et les enseignements que tu as ouais, eu? Bien sûr. En fait, l'histoire, c'est un conflit d'associés, un peu bête et méchant, où si tu regardes l'issue aujourd'hui, elle est probablement moins bonne que l'issue que j'avais proposée quand j'avais décidé de partir il y a 1 an. Ok. Donc pour moi, l'expérience New Wave, c'est 1 an gâché, en tout cas sur cette histoire. C'est 1 an de destruction, tu vois, destruction d'une brand, destruction de réputation, c'est assez stérile, tu vois. En fait, tu arrives à la fin de l'année, tu dis qu'est-ce que j'en tire? Bah,
que tu ne sais pas comment les gens réagissent aux décisions que tu prends, que ce qui toi te paraît rationnel ne l'est pas forcément, tu vois, ne l'est pas forcément pour l'autre, et que quel que soit le deal matériel que tu proposes, ça ne changera rien au fait qu'il faut que les gens passent aussi une étape émotionnelle, et que l'étape émotionnelle elle prend du temps. Donc moi je pense l'apprentissage, c'est que dans le cadre d'une rupture, il faut préparer les choses. Plus c'est brutal, plus en face tu auras une réaction brutale. Moi je l'ai payé, et je l'ai pas payé que sur New Wave. Ouais, ok. Je l'ai payé à plusieurs égards, et à refaire, je serai beaucoup plus vigilant là-dessus. D'ailleurs, c'est une des causes majeures, en fait, que les boîtes se crachent. C'est les conflits entre les associés. C'est une des principales causes. Et le conflit lié au non-dit. Tu vois, les trucs qui traînent et qui, en fait, explosent à un moment où c'est des bombes à retardement, ça explose, et quand ça explose, ça fait des dégâts hallucinants, quoi. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, 2024, ça a été une année très difficile pour toi. J'ai l'impression, il y a eu beaucoup de difficultés, je t'ai entendu le dire. Pro-perso, ça a été Pro-perso, ça a été technique. Alors que, en vrai, quand on pense à Jean de La Roche-Brochard, on voit du succès. Et d'ailleurs, tu sais que je m'en plains pas. Hein. J'en ai chié, mais je pense que je dois avoir un côté sadomaso parce que j'ai aimé en chier, en fait. Ok. J'ai aimé en chier d'abord pour plusieurs raisons. La première, dans le cadre de New Wave, par exemple, parce que ça m'a permis de m'affirmer. Tu vois, on a essayé de me marcher dessus et je me suis pas laissé faire. Et en fait, ça m'a fait du bien de pas avoir peur. Et ce jour-là, tu vois, j'ai eu peur de tout. J'ai eu peur de tout perdre, en fait. Et je me suis dit, non, j'ai pas peur, en fait. J'ai rien à foutre. Et je vais me battre. Et donc ça, c'était un bon exercice de résilience et aussi d'affirmation de soi. En fait, moi, 2024, ça a été... ça a été dur, mais j'ai côté un peu sadomaso. Pour moi, ça a été extrêmement fructueux, tu vois. New Wave, ça m'a permis de m'affirmer. Et pour ça, c'était génial. Et d'un point de vue perso, ça m'a réaligné aussi avec probablement des convictions profondes que j'avais et que j'avais gardées enfouies, tu vois. Et que je retrouve maintenant. Et pour moi, la vie, de toute manière, c'est un enchaînement de joie et d'emmerde. Et ce qui distingue ceux qui sont heureux de ceux qui ne le sont pas, c'est accepter et vivre les moments, tu vois. Et tant que t'es en bonne santé, en plus, genre, on peut pas vraiment se plaindre. En fait, t'es responsable de ta vie, tu vois. Tant que t'es en bonne santé. Alors oui, c'est plus facile de dire ça aujourd'hui dans ma position que il y a 10 ou 20 ans quand j'avais rien, mais c'est vrai pour tout le monde. Ouais, je suis parfaitement aligné avec ça. Moi, c'est quelque chose que je dis très souvent. En fait, moi, j'ai beaucoup de joie de vivre, je crois. En tout cas, les gens que je rencontre partagent souvent ça, mon énergie, etc. Et en fait, je pense que c'est lié avant tout à comment j'appréhende les problèmes, comment je les ai en face de moi. En fait, c'est une succession de problèmes. Je passe mes journées complètes à avoir des problèmes, à régler des problèmes. Je serais tellement malheureux si à chaque fois que j'en ai un qui arrive en face de moi, en fait, je le prends pas pour essayer de chercher une solution, essayer d'en faire un apprentissage, ou essayer que la prochaine fois ça se reproduise pas, etc. Je pense que la façon dont on aborde les problèmes, en fait, te mettre dans la direction ou pas, d'être bien dans ta peau et que ça fonctionne. Donc je comprends parfaitement ça. J'ai vu sur Insta que tu faisais beaucoup de sport. On en parlait tout à l'heure, l'Ironman. D'ailleurs, un truc pas facile. Tu t'es mis dans un truc où, en fait, c'est une drogue, j'ai l'impression. Oui, ça peut être une drogue, mais moi j'en ai pris conscience. Donc je me soigne. Le sport, quand on fait trop, ça s'appelle de la bigorexie. Ok. C'est le principe d'être drogué au sport. Ok. Et d'ailleurs, moi au début, évidemment, je parlais des triathlons et de l'Ironman beaucoup parce que j'avais découvert ça et que ça me passionnait. Mais en fait, il n'y a rien de pire qu'un triathlète à un dîner. Le mec te casse les couilles sur ça tout le temps. Et donc, du coup, moi, j'en parle pas ou plus ou moins. Je publie dessus parce que ça me fait plaisir. Mais je vais pas gonfler les gens avec ça, quoi. Qu'est-ce qui fait que t'aies eu besoin de se mettre dans de sport-là, qui en plus nécessite quand même beaucoup de temps et d'énergie? Bon, la première raison qui me fait pas plaisir, c'est que j'ai eu 40 ans l'année dernière, que j'en ai 41, que je suis en midlife crisis, et que tout d'un coup, quand l'horloge prend le sens inverse, forcément, t'as des choses qui se déclenchent chez toi. Donc, je pense qu'il y a ça, tu vois, de prouver que t'es vivant et que t'es en forme et tout. La deuxième chose, et la raison pour laquelle j'ai continué aussi, j'avais des grosses migraines, moi. Je pouvais faire 2-3 jours de blackout dans le mois. Et 2-3 jours de blackout, en termes de productivité, c'est beaucoup. Hein. Ouais, et j'avais des migraines latentes. Et j'en ai plus du tout depuis 1 an et demi. 0. Ça, c'est complètement dingue. Et même quand je dors mal. Alors qu'avant, c'était souvent quand je dormais mal. Enfin, pas assez, j'avais des migraines. Et là, j'en ai plus du tout.
Donc ça, c'est ouf. Et ensuite, retrouver un certain bien-être, tu vois, physique qui m'a fait un bien fou. Et après, sur pourquoi l'Ironman, parce que j'avais fait un peu de vélo à Aix, que j'ai un copain qui est venu pour faire le demi-Ironman d'Aix-en-Provence, qui m'a demandé de l'héberger. Quand il m'a demandé de l'héberger, il m'a demandé de le faire avec lui. Que le lendemain, j'ai pris un coach parce que en fait, j'étais frustré de ma performance. Et que ensuite, je me suis dit, vu que je peux pas m'entraîner 30 heures par semaine, mais que j'ai du mental, où est-ce que mon mental peut jouer pour buter la compète, tu vois? Okay. Et en fait, le mental, il joue sur la longue distance. Ouais, complètement. C'est là que tu butes les gens. Ouais, complètement. Tu vois, un marathon, après s'être tapé 180 bandes de vélo, faut avoir le mental solide, quoi. Et donc, t'en uses. Donc, en fait, tu as les mecs à l'usure. Mais c'est rigolo ce que tu dis parce que tu parles de ta crise de la quarantaine. Moi, j'ai 45 ans. Et en fait, t'aurais pu te mettre au cigare, à acheter des Rolex, tu vois, des voitures de sport. Et qu'en fait, tu décides complètement l'inverse. Tu te dis, en fait, je vais me dépasser. Moi, personnellement, je trouve que c'est très intéressant, en tout cas, cette approche-là. Non, mais j'ai fait le délire quand même niveau voiture, mais ça m'a passé. Donc, t'es passé par là quand même. Ouais, mais j'ai fait un aller-retour. Ok. Des affaires, ça marche. Tu fais du sport. T'as un bon état d'esprit. On a l'impression, Jean, que t'es le gendre idéal. Est-ce que t'as une face cachée? Est-ce que t'as un vice? Est-ce que t'as un truc en fait qu'on sait pas Bien sûr. C'est vrai, c'est quoi? Non, mais je te dis ça maintenant, il faut que je te réponde. Hein. Mais bien sûr, écoute, première chose, c'est je vais probablement garder beaucoup de choses pour moi. Et donc, si je les partage pas tout de suite et que je les garde pour moi, en fait, ça va exploser plus tard. Donc, c'est une première chose. Deuxièmement, je suis difficile à attraper. Je suis un peu un animal assez solitaire, finalement. Je pense que c'est pas facile pour mes équipes. Que c'est parfois pas facile pour les proches. Et donc, c'est un effort constant, ça. J'ai pas de patience, peu de patience. Et je dirais qu'avec les enfants, c'est encore pire. Et donc, moi, je m'éclate avec mon fils aîné quand je vais faire du vélo et je vais m'éclater sur des activités qui sont des activités de grands. Mais moi, en tant que papa de jeunes enfants, la seule chose que je sais bien faire, c'est lire des histoires. Parce que j'adore ça. C'est déjà très cool, hein. Parce que c'est interactif et tout. Et leur dire que je les aime et leur faire des câlins. Mais me dire, je vais passer un week-end, tu vois, et je dois occuper un jeune enfant, tu vois, genre, je suis content qu'on sorte de cette phase. Parce que c'est pas quelque chose dans lequel je suis très talentueux ou sur lequel je pense que je suis assez dysfonctionnel, tu vois, là-dessus. Donc, t'es pas le genre idéal qu'on voit comme ça, placardé sur les pubs Ça n'existe pas. Okay. Ça n'existera jamais. Il n'existe pas de genre idéal. Tout le monde, on est bourré de paradoxes et on a tous nos traumas, nos névroses et nos merdes. Et la première chose qu'il faut faire, c'est accepter là où ça va pas, quoi. Là où on n'est pas bon. Déjà, l'accepter, c'est sans avoir conscience, tu vois. C'est dire aux gens, je sais que là-dessus, je déconne. C'est horrible, le coup du genre idéal. C'est comme il y a une tendance que j'ai remarquée. Tu vas dans les dîners, et c'est les gens qui parlent toujours des autres en disant « Ah ouais, lui, c'est un good guy, lui, c'est un good guy, lui, c'est un good guy. » Et en fait, ces gens-là, généralement, c'est pas bon signe. C'est qu'eux, c'est plutôt des enfoirés. J'ai remarqué ça récemment. Ton bouquin Human Machine, oui. Il avait pour vocation, en fait, en tout cas, à présenter comment toi, t'avais progressé et du coup, forcément, à faire progresser les autres. Moi, c'est un sujet qui est très important pour moi. J'essaie dans mon quotidien, en fait, de faire progresser mes équipes et d'arriver à les faire réussir. En fait, je pense que c'est quelque chose qui se sert assez bien. C'est que si je les fais réussir, en fait, ils vont me faire réussir et que c'est un cercle qui est hyper vertueux et je cherche tous les tips possibles pour continuer à les faire progresser, etc. Toi, dans ton quotidien, comment tu fais réussir tes équipes avec de Kim Aventure? Je parle même pas de tes... Je les fais pas réussir les équipes de Kim Aventure, que ce soit Alexis ou Chloé aujourd'hui. Ouais. En fait, on les a... Enfin, Alexis... Maintenant, ça fait 10 ans, donc c'est même pas... On l'a embauché il y a 10 ans, c'est mon associé. Mais justement, moi, je suis un piètre manager. Okay. Et je veux des gens qui se drivent, en fait. J'ai pas envie de driver les gens, j'ai pas envie de... Et tu vois, Chloé, une de ses grandes qualités, par exemple, elle est arrivée il y a pas longtemps, en mars. Je vais t'en parler, ouais. Ce qui est bien avec Chloé, c'est qu'elle me ping régulièrement. Elle me dit « je vois que t'es à Paris à telle date, il faut qu'on se voit. Tiens, il y a tel sujet sur lequel j'ai eu du mal, il faut qu'on en parle. » Et en fait, elle est moteur. Moi, si les gens autour de moi sont pas moteurs, je vais pas aller les chercher. Et donc, c'est pas moi qui les fais progresser, c'est eux qui ont
désolé pour l'anglicisme, ce self-awareness, c'est cette propre conscience de progresser, tu vois. Je comprends. Et heureusement, parce que sinon, ça ne viendrait pas que moi. Donc, c'est vrai que j'ai vu que Chloé Timsit, c'est ça, hein? Ouais, exactement. J'ai vu qu'elle était toute nouvelle dans l'équipe, Oui. en tout cas récemment, qu'elle avait peu d'expérience dans le passé VC. Aucune. Aucune. Pourquoi ce profil, du coup? Comment tu fais pour la recruter? Pourquoi tu choisis effectivement de recruter un profil comme ça? Comment tu l'intègres et comment, en fait, on fait en sorte qu'elle délivre aussi rapidement? Alors, il y a 2 éléments. Donc, la première, c'est que Chloé, c'est Pia, mon ancienne associée, qui me l'a présenté. Chloé, elle a quand même un père qui est dans le métier, pas du venture, mais du private equity. Je pense que ça crée quand même quelques mécanismes et quelques talents naturels, tu vois, à ça. Et ensuite, nous, on cherchait quelqu'un qui rentrait pas dans les cases des autres VC. Donc, quelqu'un d'un peu Rockspire, tu vois, assez indépendant, autonome, peut-être un petit peu pas agressif, mais tu vois, qui a faim. Proactif, ouais. Et proactif et qui se cache pas. Ça, c'est le premier truc. Donc, il y a une question d'énergie. La deuxième chose qui était importante, c'était capacité de remise en question très forte. Parce que, en fait, moi, j'ai pas envie de dire les choses avec des pincettes. Ça me fait chier. J'aime qu'on me dise des choses directement et j'aime dire les choses directement. Donc, si en face, j'ai quelqu'un de susceptible, on n'y arrive pas, quoi. Et avec Chloé, c'est génial. Dès qu'il y a un truc, un sujet, quel qu'il soit, pas besoin de mettre bonjour papa, maman, tes chocolats. Voilà, on se passe la pommade et après je te raconte. On peut se dire les choses directes. Hop, elle prend l'information, elle la traite, elle répond, on avance. Donc ça, c'est top. Et ensuite, on a 2 méthodes différentes entre Alexis et moi. Alexis, lui, est un garçon plus sensible. Et donc, du coup, le penchant de ça, c'est que il aime que les choses lui soient délivrées avec un certain tact et il applique le même tact de la manière dont il délivre les choses, et notamment à Chloé. Et donc, lui est beaucoup plus organisé. C'est lui qui a fait la scorecard, qui a expliqué à Chloé comment ça fonctionnait dans l'équipe entre lui, moi, et comment ça allait se passer avec elle. Et il est très structuré. D'ailleurs, c'est un retour qu'on a systématiquement de tous les stagiaires qui bossent chez Kima. C'est la qualité managériale de Alexis. D'ailleurs, c'était ma question d'après. Ouais. En fait, tous les deux, en fait, dans Kima, en tout cas, ce qu'on entend dire, c'est que vous faites partie des meilleurs VC de la place parisienne. Comment on le devient, ça, être le meilleur VC? C'est un travail d'image. Et après, derrière, comment en fait on garde Alexis à ses côtés? Alexis, il a la moitié du caride. Donc, Okay. ça répond à la question. Okay. Alexis et moi, c'est pas que ça non plus. Sur la performance, on est equal. Non, après, il faut que chacun... Les gens, ils pensent toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Moi, je ne le pense pas et je pense qu'Alexis ne le pense pas. Et que j'espère qu'il a trouvé son ikigai aussi chez Kima. Mais on a une position extraordinaire. Il y a plein de gens qui seraient à notre place qui n'en prendraient pas conscience, hein. Mais lui en a conscience comme moi, et donc tant qu'on continuera d'échanger ouvertement et de vouloir progresser ensemble et que on aura cet équilibre pro-perso et tout, il n'y aura pas de sujet, tu vois. Puis ça fait 10 ans, Vous avez quel type de relation? Vous avez une relation amicale, une relation purement professionnelle? Écoute, amicale, non, à part quand il fait des triathlons, forcément, on en parle et tout parce que ça me passionne. Tu vois, il sait où je vis, il sait où je sais où il vit, on sait qui sont nos conjoints, on en sait un peu chacun l'un sur l'autre, mais en fait on échange peu, tu vois. Les échanges sont principalement professionnels, mais de temps en temps on se prend le téléphone, on se parle un quart d'heure et on se dit les choses sur ce qu'on a vu sur le marché, sur ce qui se passe, sur comment est-ce qu'il faut qu'on progresse, voilà. Mais on est très différents et on se respecte énormément pour nos différences. Vous faites beaucoup de deals, vous êtes une toute petite équipe. Franchement, vous avez un retour sur investissement par rapport au nombre de personnes que vous êtes qui est assez incroyable quand même. Pourquoi tu passes pas à une taille plus importante? Même à une taille de deal plus importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais tes 100 deals par an, à peu près en moyenne. Tu fais ça depuis 10 ans. Pourquoi tu t'es pas dit, en fait, on va passer à 200? Pourquoi tu t'es pas dit, en fait, on va peut-être augmenter nos tickets, on va en faire que 50? Pourquoi tu t'es resté dans ce trend-là? D'abord, on s'est posé la question. Augmenter la taille du ticket... alors que le marché en fait des investisseurs est devenu de plus en plus gros, c'est créer une contrainte encore plus forte sur Kima. Parce que ça veut dire que il faut que tu justifies encore plus l'argent que tu mets dans les boîtes. Parce que les gens veulent dire, si tu veux mettre 200 000 chez moi ou 300 000 chez moi, explique-moi pourquoi je vais les prendre. Alors que mettre 100 ou 150 000 euros chez quelqu'un, j'ai moins besoin de justifier mon utilité quand je mets 100 000 que quand je mets 300 000. Ça, c'est la première chose. Et il n'y a pas la place dans les deals pour mettre 300 000. Donc d'abord, ça c'est la raison pour laquelle on ne met pas de plus gros tickets. Et la raison pour laquelle on ne fait pas moins de tickets, c'est parce qu'en fait, au début de l'année, on ne se dit pas qu'on va faire 100 tickets. On ne se pose même pas la question. Okay.
Peut-être que cette année prochaine, on va en faire 75, peut-être qu'on va en faire 125. J'en ai aucune idée. Et ça m'est complètement égal. Je sais juste que ce qu'on se dit avec Alexis, c'est qu'il est plus facile de rendre de l'argent sur 12 à 15 millions d'euros investis par an que sur 25-30. Et donc, il faut qu'on fasse attention au montant déployé parce que c'est comme ça qu'on fera de la perf. Et après, avec Xavier, depuis toujours, on fait des plus gros deals. On en fait 2, 3, 4 par an. Et les 2-3 dernières années, c'était avec New Wave. Et en fait, on adore ça. On va changer un peu de rythme. Je vais te proposer en 2 minutes de répondre à une dizaine de questions. Bien sûr. Je lance le chrono, c'est parti. On se dit que tu es nouveau ministre de l'économie. C'est partie là des sujets qui sont en ce moment. C'est quoi les 3 trucs que tu fais en premier ? Je réduis les avantages sociaux. Parce que on ne crée que dans la contrainte et donc plus d'assiste les gens et moins les enfants, donc ça c'est le mal terrible de notre pays. Je sais pas, faut trouver un moyen de libérer beaucoup plus l'investissement. Je pense qu'on le fait pas assez, on le fait toujours en demi-mesure, donc c'est une énorme connerie aussi. Et ensuite je me buterai à comprendre comment est-ce qu'on change la gueule de la balance commerciale française, parce que pour que ça marche le pays, il faut que l'argent rentre, il faut qu'il circule ensuite à l'intérieur, quoi. Le truc que t'as jamais osé dire à Xavier Niel et qu'il faudrait que tu lui dises un jour. Tu me fais chier, tu vois. Jamais, non mais jamais je lui dirais ça. Ok. Ta plus belle opération, et elle t'a rapporté combien ? Matériellement, c'était Zenly, parce qu'on a investi 3,5 millions et avant impôt, on avait récupéré presque 30. Ta pire opération, et qui t'a fait perdre combien ? C'est une boîte qui s'appelle Sourced, dans laquelle on avait mis 3,5 millions aussi, et qui est tombée à zéro. Et le fondateur, c'est lui qui a créé Poolside derrière, qui est une boîte AI qui cartonne. Le truc que toutes les startups te disent, mais qu'en fait, ils devraient arrêter de te dire. Je cherche un développeur. C'est quoi les indicateurs de croissance qu'il faut suivre absolument ? C'est difficile parce que en fait, la réponse est dans la question. Hein. En fait, ce qu'il faut suivre, c'est la croissance, quoi. Et la croissance, c'est la croissance à tous les niveaux. C'est ta croissance personnelle, la croissance de ton chiffre, la croissance de ta maîtrise de tes chiffres. Dans la vie, en fait, si t'es pas en croissance, même un tout petit peu, c'est simple. Le chiffre, c'est 0,99 à l'infini, ça fait 0. 1,01 à l'infini, ça fait l'infini. Toujours être en croissance. Comment t'expliques ton métier à tes enfants ? Le papa, il finance Biril. Ok, cool. C'est quoi le sujet politiquement incorrect dans les startups ? Le droit du travail. Vrai ou faux, les fonds d'investissement s'intéressent plus au TRI qu'aux fondateurs ? Moitié-moitié. Ça dépend des gens. Pour quel type de projet tu refuserais de t'engager, même si le dossier s'annonce hyper lucratif ? Du cul. Ok. Et la question que tu peux plus jamais entendre, t'en as marre qu'on te pose. Quand est-ce que tu deviens entrepreneur ? Merci pour t'être prêté au jeu. La troisième partie, en fait, c'est comment on fait progresser les entreprises qui ont dans ton portefeuille et le marché. Toi, tu accompagnes les entreprises dans leur croissance. C'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent ? D'abord, une maîtrise très approximative de la data, qui est une erreur débile, parce que c'est tellement cartésien la data, c'est quand même con de ne pas la maîtriser. Deuxièmement, penser que quand tu as levé de l'argent, ne pas se rendre compte qu'en fait, tu te diriges quand même vers un mur, parce que tu n'es pas rentable, hein, donc faut aller chercher un certain équilibre économique. Et ensuite, un manque crucial, je trouve, de méthode et de diligence dans l'embauche et dans le management et dans le leadership. Tu as toute la partie viscérale de l'entrepreneur qui est son rythme, son adaptabilité et tout ça. Mais tu as toute cette partie structurelle qui est l'organisation que tu crées. Et d'ailleurs, on fait un workshop avec Pierre Gobil ce soir à Albert School. On a quand même plus de 300 inscrits. Et en fait, c'est sur ce qu'on appelle les first principles, tu vois, les principes premiers d'une boîte, qui sont ton orga, ta culture, comment les choses se font. Et si tu fais pas ça dès le début, t'es dans la merde. Hein. Ouais, très intéressant. T'as vu des centaines et des centaines d'entreprises, t'en as vu échouer, t'en as vu réussir. C'est quoi la recette qui fonctionne pour faire en sorte de réussir ? Est-ce qu'il y a au moins quelques éléments qui sont toujours les mêmes dans les datas que toi tu récoltes ? Il y a 2 choses qui se composent. C'est l'acharnement et la clairvoyance. L'acharnement, je vois bien. La clairvoyance, qu'est-ce que ça veut dire ? La différence entre la folie et la stupidité, c'est que la stupidité, tu vas continuer d'avancer sans savoir vers où tu vas et sans avoir une vision claire des éléments autour de toi. La folie, c'est de continuer de t'acharner sur un truc qui paraît perdu, mais tu as quand même une idée assez claire de ton environnement et de ce qui se passe. Et en fait, les entrepreneurs, dans cet acharnement, parfois dans cette résilience, ils vont perdre la vue. Et c'est terrible, ça. Est-ce que tu améliores tes scores au quotidien ? On en parlait tout à l'heure, mais est-ce que tu améliores tes scores et tes valorisations et tes sorties, etc. Est-ce qu'avec le temps d'il y a 10 ans, est-ce qu'aujourd'hui, tes investissements, tu as l'impression qu'ils sont soit plus sécures, soit plus risqués ? Quelles sont tes datas entre il y a 10 ans et aujourd'hui qui se sont améliorées dans tes investissements ?
Donc aujourd'hui, c'est plus difficile de faire de la performance parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs, que les valos sont montés. Et donc, comme tout marché qui se nivelle, en fait, la perf tend vers zéro. Je caricature en disant ça, mais même si on est dans une power low dans l'investissement, les performances étaient plus faciles à faire sur des vintage 2012, 2018, 19 que sur les vintage 2019, 2024. Quoi. Ouais, d'accord. Ça, c'est la première chose. En revanche, la qualité des entrepreneurs, le nombre d'entrepreneurs et la qualité des projets au sens large fait qu'il y a moins d'aléas quand même. Tu as plus de sérénité sur les entrepreneurs que tu finances. Et ça, c'est la KPI qui monte. Très intéressant. Tu parles beaucoup, t'es assez transparent d'ailleurs sur les chiffres de TRI. Moi, j'ai lu 25%, c'est ça, quelque part? Il faudrait que je publie les derniers. On est à 30% de moyenne depuis 10 ans là. Je vois beaucoup d'articles en fait en ce moment, de partout dans les médias, etc. D'ailleurs, qui parlent de l'écosystème startup et des chutes qu'il y a de grosses startups qui ont levé beaucoup. Quelle est ta vision, toi, de ce marché, de là où il se dirige, dans cette économie qui est aujourd'hui très instable, etc. C'est quoi ta vision? Ma vision, elle est un peu plus générale. Elle est que les gens veulent faire trop vite, trop cher. Je comprends que les gens veulent devenir riches rapidement, mais putain, c'est pas un jeu du loto, quoi. Donc, il faut savoir être un peu plus patient, prendre le temps, mais quand tu es dans un marché globalisé sur lequel, tu vois, la compétition est hyper féroce, malheureusement, en fait, tu rentres dans ce game-là. Mais le problème principal, c'est un problème de patience, de rythme. Et là, sur l'AI, c'est de la folie, quoi. Mais on n'a pas d'autre choix que de jouer ce jeu. C'est obligatoire. Je comprends complètement ce que tu dis. Et après, si tu regardes semi-conducteurs, Internet, blockchain, IA, c'est des trends majeurs de l'économie dont les courbes sont tout le temps les mêmes. C'est la hype curve, veille la désillusion et puis le plateau, tu vois. Et là, en fait, on va y arriver dans l'IA parce qu'on a surinvesti, d'ailleurs qu'on y est arrivé dans la blockchain parce qu'on a surinvesti de la même manière que c'était pareil avec l'Internet, avec les semi-conducteurs. C'est un putain de cycle qui se répète avec ses particularités du moment. Et ça explique ce que tu disais, c'est-à-dire, moi, il y a quelques mois, là, j'ai lu que tu t'écrivais qu'en fait, il y avait des étoiles filantes en fait, de la blockchain et des fintech, l'intelligence artificielle, donc c'est ce que tu viens de dire. Pourquoi c'est des étoiles filantes? Pourquoi, en fait, elles ne s'ancrent pas sur un marché? C'est comme une bonne mousse au chocolat. Si tu la laisses pas reposer, en fait, elle ne prend pas. Et aujourd'hui, sur les boîtes qui se lancent, manquent d'ancrage parce qu'en fait, ça manque de profondeur. Tu vois, elles sont pas vraiment en mission. Et puis ça prend du temps de construire. Et ça donne l'impression qu'en fait, elles n'ont pas le temps. C'est-à-dire qu'elles sont... C'est exactement ça. Il faut prendre le temps. Ok. Enfin, c'est un piège parce que ceux qui avancent lentement te disent je prends le temps. Et ceux qui avancent trop vite, on va leur dire fais gaffe, tu vas tout casser. Donc, c'est toujours un jeu paradoxal, touchy, entre mettre du rythme et pas tout casser, quoi. Moi, mon sentiment, je suis très loin de ça. Moi, je fais des chantiers, etc. Donc, je suis très loin de cet univers-là, de cet écosystème. Et je le vois comme quelque chose, en fait, qui manque un peu de sens. C'est-à-dire qu'on travaille pour une valorisation et on ne travaille pas sur son métier, on ne travaille pas sur le fond à construire. Moi, je trouve que ça, en fait, c'est en tout cas ma lecture de la situation, c'est qu'en fait, il y a un manque de sens. Et que du coup, justement, il n'y a pas d'ancrage solide, tu vois. Tu partages ça ou tu n'as pas du tout la même vision que moi là-dessus? Tu finances des entrepreneurs qui sont en recherche de product market fit. Tu vois, c'est comme si je te disais... parlons de construction. C'est comme si je te disais... de construction au sens strict, je te disais... est-ce que les gens ont besoin d'une maison, tu vois? Les mecs sont encore en train de bosser là-dessus, quoi. Genre, est-ce que c'est... Et ce flou artistique de je recherche le product market fit, il fait que tu as besoin d'ancrage ailleurs. Donc ton ancrage ailleurs, c'est ta valo, ton statut, les gens que tu embauches, tu essaies de t'accrocher à tout. Alors évidemment, c'est une erreur parce qu'il faudrait surtout t'accrocher à ton client et à la recherche de ce product market fit. Mais dans la difficulté, qu'est-ce que font les gens? Ils regardent ailleurs. Donc bien sûr qu'ils regardent ailleurs. Et c'est humain. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression que ça manque de sens. Parce qu'en réalité, c'est juste que face à la difficulté, une partie d'eux se détourne pour pouvoir continuer de vivre. Ouais, c'est exactement ce que j'ai essayé de te partager là. C'est-à-dire que moi, je suis très attaché au cash que je dois rentrer. Je suis obligé. Je suis très attaché à mes clients, à savoir ce qu'ils ont besoin pour pouvoir que je puisse réaliser. En fait, je suis très attaché en fait, à l'opérationnel qui se passe. Et je concentre plus mon énergie là-dessus qu'à de répondre à mes investisseurs, à laquelle je dois faire des tableurs Excel et des belles présentations, etc. Moi, mon job,
du quotidien, c'est de faire réussir mes équipes avec mes clients. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est deux mondes qui sont très différents. D'un côté, on a un univers start-up qui a pour vocation en fait à faire la plus grosse valorisation possible. Et d'ailleurs, c'est leur indicateur de performance clé. Dès qu'on parle d'une start-up, on parle de ça. On parle de valorisation, tu vois. Alors que moi, dans mon univers, on parle de résultats nets, on parle d'EBITDA, on parle de cash disponible à la fin. On revient à first principles. Ouais. En fait, En fait, ça manque de... C'est comme si tu décidais de cuisiner un truc hyper sophistiqué sans avoir appris à couper les légumes avant, quoi. Je comprends parfaitement l'image, ouais. Ouais, tout à fait. Je comprends parfaitement. Toi qui rencontres beaucoup d'entrepreneurs, comment tu vois en fait le niveau des entrepreneurs français ? Très talentueux, avec des référentiels probablement pas assez ambitieux. Et puis miné par le fait que en Europe notamment et en France particulièrement, les gens avec lesquels tu vas bosser ou que tu vas recruter ou manager auront probablement pas la même ambition que toi si tu as fait ce travail-là. Donc c'est difficile à réconcilier. Et ensuite, tu vois, là par exemple, j'ai une boîte, ça se passe pas bien, on a besoin de restructurer. Et ben on peut pas, parce que le coût de restructuring est beaucoup trop cher. Et on aurait été aux États-Unis, oui, on aurait viré la moitié des gens, ça aurait fait chier. On aurait été rentable le lendemain. Et puis vous auriez sauvé la moitié des emplois aussi, parce que c'est aussi la difficulté aussi en France. La moitié des emplois et tu sauves la boîte et, bien sûr. Et voilà. Ça c'est vraiment chiant. On parlait de progrès tout à l'heure. T'as l'impression que les entrepreneurs français progressent. Ils sont dans une dynamique de progrès. Ah ouais, à fond. Ok. Déjà en France, à Paris, là tu vois, hier j'étais à un dîner, c'est marrant. Il y avait une anglophone et on n'était pas nombreux, on n'était que 7. Mais du coup, tout le monde parlait anglais. Il y a 10 ans, elle se retrouvait comme une conne et tout le monde aurait parlé français. Hein. Et en fait, on se faisait la remarque pendant le dîner hier. On se disait, tiens, c'est marrant, en France, il y a 10-15 ans, les gens ne parlaient pas anglais, tu vois. Donc, on progresse. Personnellement, moi, je crois beaucoup à la croissance externe comme un levier de croissance. Ouais. J'en vois peu dans l'univers des startups. Pourquoi ? Parce qu'avant de faire de la croissance externe, il faut savoir faire de la croissance tout court, tu vois, et exister par toi-même. Et donc, je pense que c'est un sujet de maturité. Très juste, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je crois beaucoup à la croissance organique. Et en fait, c'est ce qui te permet d'apprendre en fait, à faire de la croissance externe et puis avoir les bonnes datas pour pouvoir en faire. Je comprends complètement. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui manque, en tout cas, dans cet écosystème-là. C'est un tel accélérateur aussi, la croissance externe. Mais effectivement, on parlait de culture. Il y a aussi le choc des cultures. C'est un sujet qui est parfois technique. Complexe, très technique. C'est quoi, toi, qui t'énerve le plus dans ton écosystème, dans le monde des startups aujourd'hui, dans leur financement ? Le manque de bon sens, tu vois. Je dis souvent aux entrepreneurs, tu as levé de l'argent, ton job, c'est de faire du rendement, tu vois. Tu te donnes 1, il faut que tu fasses du rendement avec ce 1. Et donc, il faut que tu fasses la part de ce que tu dépenses versus ce que tu investis. Il faut que tu regardes le rythme auquel tu crois par rapport à ton burn et le mur qui est en face de toi. Il faut que tu fasses grandir tes équipes pour qu'elles génèrent du rendement elles-mêmes. Et je vois des boîtes, des entrepreneurs, des VC et tout, qui passent leur quotidien à se palucher sur des trucs qui sont très loin de la vérité, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus basique. En fait, on en oublie les basiques, quoi. Les gens, ils adorent se compliquer la life pour se donner de l'importance et ça me fatigue. Très clair. Je voulais quand même t'interroger sur un sujet. En fait, on voit fleurir de partout des fonds d'investissement où en fait, tu as des particuliers qui vont mettre une partie de leur épargne. Moi, je suis assez étonné de ça parce que même s'il faut ouvrir l'investissement, peut-être, je sais pas. En tout cas, il faut qu'il y ait une culture. Ma fille fait ses études en Angleterre et elle a des cours de finance. Je trouve ça assez fantastique parce que du coup, je peux discuter avec elle de vrais sujets qui n'étaient pas le cas avant et je trouve ça assez incroyable. Aujourd'hui, comment tu vois ça ? En fait, tout le monde s'improvise être des fonds et en fait, n'importe qui va pouvoir mettre de l'argent sans comprendre les risques que ça représente. Écoute, il y a des gens qui jouent au poker en ligne et des gens qui jouent à l'euro million et puis il y a des gens qui investissent dans les startups. J'ai envie de te dire, faut juste mettre le même warning que quand tu vas au casino, quoi. Mais à la fin, chacun fait ce qu'il veut de son pognon et se fait niquer par qui il veut. Pas de problème. Ces clubs-là, c'est un truc qui va être éphémère ou c'est un truc qui va exister ? Le fait que le particulier puisse investir dans des PME, ça doit exister. Si c'était légiféré aujourd'hui, ce serait mal légiféré. Je pense que ça devrait être bien structuré, mais il n'y a pas de raison que le commun des mortels ne puisse pas avoir un portefeuille diversifié de PME start-up. Le problème, c'est qu'on est dans un métier d'initié, et donc ces gens-là ne verront que très, 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 très rarement les vraies plus belles boîtes.
Et donc, il vaut mieux investir tôt en bourse que tôt en venture, tu vois, si tu as 10 000 balles à mettre. Dernière question. On fait de la croissance fiction. Tu peux faire grandir n'importe quelle boîte dans le monde. Laquelle tu prends? Ah, écoute, j'ai pas la réponse. Je vais te dire les 2 choses qui me sont venues en tête immédiatement. Ok. La première, c'était Sweep, qui permet aux entreprises j'aime bien dire ce mot, de prendre conscience de leur empreinte environnementale. Et je trouve terrible qu'on soit dans que ce trend-là soit pas plus accéléré, tu vois, dans l'économie. Ça va mieux, ça s'accélère, mais ça pourrait être mieux. Et le deuxième, c'est le nucléaire. Voilà. Parce que l'énergie, on en a besoin. Et ça coûte très cher. Et il faut réduire le coût du nucléaire. T'es un maker, c'est ma dernière question. Tu fais les choses toi-même. C'est quoi le truc que tu feras toujours toi-même et que tu délégueras jamais? Mes emails. C'est ce qui me connecte aux gens. C'est la data qui rentre. Ça, jamais je laisserai à quelqu'un d'autre. Très clair. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser, Jean, que je t'ai pas posée sur la croissance? Écoute, je vois pas. Je pense qu'on va faire un bon tour quand même. Cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean. À bientôt. À bientôt.